hors normes, structurer les projets, booster les KPI et faire en sorte que les startups aillent assez vite sur leur marché. Alors, je suis très heureux de voir que malgré le fait qu'on lise dans la presse US et dans un certain nombre de blogs, les démodés soient morts et que ce format-là ne marche plus, que finalement ça continue de mobiliser les investisseurs et que ça reste un espace intéressant de rencontres et d'échanges. Donc je vais présenter Marie, mais je ne sais pas si c'est nécessaire de te présenter. Marie, donc Daphne, investisseur dans Criteo, dans Tids, qui connaît bien Loïc. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Merci d'avoir accepté d'être jury ce soir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, j'en suis à ma deuxième start-up investie à Montpellier, mais bon, à chaque fois, c'est Loïc. Donc, j'ai hâte que ce soit d'autres gens, quoi. Ok, super. Donc, Loïc, cofondateur de Tids, aujourd'hui sur une nouvelle aventure avec Launcher. Tu veux dire un petit mot? Merci d'être le parrain de ces promos de Sprint Montpellier et d'être à nos côtés ce soir. Un, deux, c'est mieux. Bonsoir à tous. Donc oui, Loïc Soubéran, moi aussi je suis à ma deuxième start-up, et deuxième start-up financée par Marie. Donc voilà, donc Tids, on a belle aventure, 5 ans, 6 ans maintenant. Une belle sortie aussi annoncée récemment. On s'est adossé au groupe Altis. Et là, une nouvelle aventure, rien à voir avec la publicité. Je pars dans la food tech. Et on va essayer de révolutionner l'expérience du déjeuner parce qu'on pense qu'il y a quand même un sacré problème aujourd'hui d'expérience, tant d'un point de vue attente que de frustration, de gestion, de coordination avec les équipes, etc. etc. La troisième personne que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui, c'est le journaliste IT le mieux informé de la place parisienne. C'est le seul qui, 5 jours avant la vente de Néo Télécom, m'a appelé et m'a dit « Arnaud, je sais, Néo va être vendu et je vais sortir l'info ». Donc vraiment, Philippe, c'est quelqu'un qui est au top dans la high-tech et il est toujours sur les bons coups. Donc je suis très heureux de t'avoir avec nous ce soir, Philippe. Moi, je vais faire le test de micro. Super, merci. Bon, bah oui, effectivement, bonjour, bonsoir, merci. Merci de m'avoir invité en tant que jury. Alors, je vais pas sortir le scoop, c'était pas toi ma source de toute manière pour Télécom. Donc, mais voilà, donc voilà, mais pas trop pour la pression sur le journaliste le mieux renseigné, c'est quand même un peu abusé, quoi. Mais bon. Non, en tout cas, je suis content d'être là, en tout cas. On est très heureux d'avoir ce jury qui va challenger les startups comme on le fait tous les mois. Nous, donc le programme dure 4 mois et pendant 4 mois, il y a vraiment un panel d'experts qui essayent de booster ces projets. Et le premier entrepreneur que je vais vous demander d'accueillir ce soir, ça avance un peu plus vite que prévu. Vous l'avez certainement vu dans l'émission de Yann Barthès sur Quotidien, sur BFM TV, dans le Figaro. Il n'y a pas un média français qui n'a pas parlé de son projet. Il a également fait pas mal de soirées avec les plus grands DJ. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement, de faire beaucoup de bruit pour Thomas Chrysokos. Merci pour l'intro. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Thomas Chrysokos et je suis le fondateur de la société Weliot et nous sommes spécialisés dans les interfaces homme-machine. Alors les interfaces homme-machine, vous les connaissez? Ce sont les boutons, les interrupteurs, les claviers, les souris, les joysticks, les potentiomètres que vous utilisez tous les jours et qui existent depuis des dizaines d'années et qui n'ont pas évolué aussi vite que les systèmes qui deviennent eux de plus en plus complexes. Si on les regarde de manière générale, on se rend compte qu'en fait ils font simplement le lien entre votre main et le système à contrôler. Et chez Weliot, on a décidé de, ça marche pas, normal, supprimer l'intermédiaire. C'est dommage, c'était l'effet qui allait bien. Donc on a décidé de supprimer l'intermédiaire et en ce sens on a développé un premier produit qui s'appelle Spectre et qui est un gant connecté qui permet de contrôler le logiciel de musique assisté par ordinateur. Les choix qui nous ont poussés vers ce premier marché, le premier c'est lié à mon parcours. En fait j'ai travaillé dans l'audio pendant des années, du coup j'ai une bonne connaissance du besoin et un accès au marché simplifié. Mais c'est aussi le vecteur de communication que permet Spectre. C'est un produit très visuel qui nous a permis, comme le disait Arnaud, une couverture médiatique importante et d'être invité sur des salons prestigieux. On était en janvier au CES à Las Vegas. En juillet, on est invité à Vivatech à Paris. Donc voilà. Et nous sommes également accompagnés par un artiste célèbre, Richard Orlinski, qui est l'artiste français aujourd'hui le plus vendu au monde, et qui est venu nous voir pour utiliser Spectre sur scène. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui va suivre,
Il a fait une première démonstration au Zénith face à 14 000 personnes, sans le son. En fait, c'est juste que j'avais pas le son depuis tout à l'heure, je pense. Face à 14 000 personnes, il a contrôlé le son, bien sûr, mais aussi les lumières. Il peut contrôler les effets pyrotechniques en direct live, juste d'un geste de la main. Donc pour l'interaction avec le public, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Spectre a réussi sa campagne de financement participatif l'année dernière et nous sommes actuellement en production pour livrer nos 250 premiers clients dès cet été. Nous sommes déjà en relation également et en négociation avec les distributeurs qui seront prêts à livrer le produit dès la sortie. Le marché de la musique représente environ 3 milliards de dollars dans le monde. Notre objectif est bien sûr de nous exporter d'abord Angleterre, Allemagne, puis les États-Unis qui est le plus gros du marché. Mais notre technologie, vous l'avez imaginé, ne peut s'adapter à de nombreux autres domaines. Et notre objectif, c'est d'aller plus loin et d'adapter la technologie de Spectre à des marchés dans le B2C d'abord, tels que les drones ou la réalité virtuelle, mais également des marchés B2B qui sont venus à nous grâce à la promotion qu'on a fait du gant. Entre autres la défense, avec lequel on a un premier marché qui est un premier projet qui va démarrer, et 3 projets également dans la santé. Pour revenir à la réalité virtuelle, aujourd'hui, les 3 acteurs principaux qui développent des masques de réalité virtuelle proposent aux utilisateurs d'utiliser des manettes qui sont une évolution à peine meilleure que les manettes de Nintendo des années 90. L'idée de Spectre, c'est de proposer à l'utilisateur une vraie expérience immersive en proposant du coup à l'utilisateur de toucher réellement les objets virtuels du bout des doigts. Pour ça, on est en projet de recherche actuellement avec un laboratoire dans lequel nous sommes hébergés et qui va nous permettre de poser les brevets solides qui vont nous démarquer définitivement de la concurrence. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 4 personnes. Nous sommes 3 ingénieurs spécialisés dans le développement d'objets connectés avec des compétences complémentaires. Et nous avons Julien, notre community manager, qui s'occupe avec moi de la communication. Nous sommes en plein recrutement en ce moment. Nous allons recruter entre autres un responsable marketing senior qui va nous permettre d'atteindre ces marchés. Et notre objectif, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous cherchons à lever à hauteur de 650 000 euros pour nous permettre du coup de financer cet accès au marché, la communication, la recherche et financer notre équipe. Pour conclure, investir chez Welliott, c'est investir dans une équipe jeune, passionnée et experte dans son domaine. C'est investir dans une technologie déjà avancée avec un produit déjà prêt à être mis sur le marché à forte marge. C'est investir dans des brevets qui vont nous permettre de nous démarquer définitivement de la concurrence. Et enfin, c'est investir dans des possibilités d'exit aussi nombreux que le nombre de marchés qui peut accueillir notre technologie. Merci de m'avoir écouté. Tu vas rester là sur scène pendant 5 minutes et ils vont te cuisiner un peu. Qui va poser la première question à notre ami Thomas? Tiens, recule-toi un peu. Marie? Allez, honneur en âme. Je vais prendre celui-là. Comment ça marche? Alors techniquement, Spectre est bardé de capteurs. En fait, il y a des capteurs sur la partie textile et ce qu'on appelle une centrale inertielle sur le dos de la main. Et en fait, la combinaison des doigts associée à des gestes peut contrôler. Alors aujourd'hui, c'est du MIDI. Donc le MIDI, c'est un protocole qui est utilisé dans la musique pour contrôler tous les logiciels de musique. Donc aujourd'hui, Spectre est compatible. Il est connecté en Bluetooth sur mon iPad qu'on voit là-bas. Bon, on voit que je peux contrôler les slides directement du bout des doigts. Je sais pas si j'ai du son. Ah voilà. Tout à l'heure, je voulais faire ça. Supprimer les intermédiaires. On l'a refait. Le son n'était pas allumé. Mais du coup, voilà, ça permet de contrôler à peu près tous les logiciels de musique, que ce soit les logiciels de DJ, des logiciels d'éveil musical pour jouer des notes de musique de manière naturelle, des loopers pour les beatboxers, enfin, de nombreux logiciels. Et voilà, ce sont les capteurs sur le textile et les capteurs dans le boîtier qui permettent de détecter les gestes, de les différencier et de les associer à des paramètres différents. On peut avoir jusqu'à 1500 contrôles différents. Et tu peux t'interconnecter avec d'autres choses que le MIDI à terme? À terme, c'est l'objet. Comme tu vois, je peux contrôler déjà les slides. Donc en fait, je peux contrôler la souris, le clavier, etc. grâce à des transformations de MIDI en clavier. C'est pas très complexe. Et pour nous, ce sera très facile d'adresser cette technologie à d'autres types de marchés. On a déjà réussi à contrôler des drones. On travaille avec une société qui développe des drones. On a déjà réussi à les faire voler du bout de la main. Et de l'adapter à d'autres technologies, en fait, ce sera juste quelques lignes de code. En termes de coût, ça représente quoi? Alors aujourd'hui, on a 2 produits, donc un modèle Play et un modèle Pro, qui sont donc le modèle Play est à 180 €, le modèle Pro à 280. Il y a des différences techniques entre les deux et voilà la possibilité de les programmer. En termes de marge pour nous, c'est des marges à hauteur de 70% à peu près
sur le produit. Et tu t'es revenu 2 fois sur le principe de patent, de brevet. Il y a quand même pas mal de grands groupes, à mon avis, qui essayent de déposer justement des brevets. Je pense à Microsoft, etc. Enfin, il y a plein de boîtes. Qu'est-ce qui te prouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui est déjà déposé? Alors nous, on est dans un laboratoire spécialisé capteur qui est très en avance sur la technologie. Il est connu, c'est l'IES à Montpellier. L'Institut d'électronique et des systèmes. Et en fait, ils utilisent des technos qui sont avancés. Alors, je peux pas en dire beaucoup, mais c'est des méthodes avec des machines qui valent des millions. Et pour aller vers ce type de techno, il faut déjà, je pense qu'on a des idées que d'autres n'ont pas eues. Aujourd'hui, ce qui existe et ce qui a été proposé, c'est des technos à base de capteurs piezo qui sont posés sur les doigts et qui permettent de vibrer en fait quand on touche un objet. Nous, la technologie haptique qu'on va proposer, c'est une vraie technologie qui va permettre de sentir la forme et le toucher d'un objet, réellement. Et le produit est prêt, 100%? Il est commercialisable? Ce premier produit, il est en production. Donc aujourd'hui, là c'est encore un proto parce que les moules sont en cours. Mais oui, le premier produit est tout à fait prêt. On va le livrer là d'ici fin mai. D'accord. Comment vous allez assurer la distribution de ce produit? Est-ce que c'est par des canaux B2B, B2C? C'est quoi votre marché prioritaire? Alors la priorité, en fait, grâce à la campagne de crowdfunding qu'on a fait, on s'est rendu compte que les marchés qu'on touchait étaient beaucoup le grand public. On s'est rendu compte notamment sur un jour, sur un passage sur Télématin, qu'on a eu, je crois, 200 commandes sur la journée de grand public. Donc en fait, on a ciblé entre autres, vous connaissez certainement les magasins Leak, le groupe Innovate. Donc on s'est rapproché de Stéphane Bobo, qui nous a fait faire un démo day dans les magasins Leak, qui a eu un succès assez intéressant. Et de l'autre côté, on a le marché de la musique, le marché pro de la musique. Et là, on s'est rapproché de Woodbrass, donc le plus gros distributeur aujourd'hui français, qui est prêt également à distribuer le produit dans ses magasins. Aujourd'hui, c'est... Non, j'ai juste une réflexion. En fait, ça devrait intéresser Thierry Ardisson parce que je me souviens très bien du geste qui est dans ses émissions. Je pense que c'est le gant qui lui manquait là. Ça serait pas mal. Merci. Alors, le deuxième entrepreneur que je vais vous demander d'accueillir ce soir, c'est assez particulier parce que chaque fois, les investisseurs demandent quel problème tu résous. Et honnêtement, Jordan, c'est quelqu'un qui résout un vrai problème de société. Si à la fin de sa présentation, vous n'avez pas compris ce qu'il résout comme problème, l'intensité, le courage, la passion dont il fait preuve pour adresser ce projet-là, je change de métier. Donc je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jordan Miron, Société Résilient Innovation. Merci Arnaud. Donc bonsoir, je suis Jordan Miron, président fondateur de la société Résilient Innovation. Il y a 4 ans, un proche a eu un grave accident de voiture. Il a perdu temporairement son autonomie locomotrice, sa capacité de marcher. À ce moment-là, je me suis rendu compte de 3 choses. La première, c'est que ne plus marcher, c'est ne plus vivre. La deuxième, c'est qu'il existe des dizaines de millions de personnes dans le monde qui sont dans cette situation à cause des chutes. Et la troisième, c'est le manque de solutions. Donc nous avons donc axé nos travaux sur des solutions non médicamenteuses. Nous sommes tombés sur la stimulation auditive et rythmique, qui est une théorie en fait qui existe, une méthode qui existe depuis plus de 20 ans, qui a été validée par des grands neurologues mondiaux, mais qui est restée dans les laboratoires. Donc notre objectif, ça a été de mettre cette méthode qui est particulièrement efficace sur les personnes qui ont la maladie de Parkinson, qui sont des personnes qui sont très touchées par les troubles locomoteurs et donc qui chutent très souvent. Donc de mettre toute cette science et de la technologie assemblée pour la mettre à disposition des clients chez eux. Et donc voilà, on a fabriqué donc le Walk-Me, qui est déjà industrialisé, qui est déjà commercialisé, qui est un appareil électronique de bien-être. Et donc en fait, son fonctionnement c'est assez simple. Il va analyser en temps réel les mouvements de l'utilisateur, et en fonction, il va envoyer si nécessaire cette fameuse stimulation auditive rythmique. Et c'est cette stimulation qui va permettre à l'utilisateur de synchroniser ses mouvements sur ce son et de mieux marcher et d'éviter les chutes. Donc aujourd'hui, cette technologie elle est brevetée. Et donc voilà, on a un peu plus de 60 utilisateurs qui l'utilisent au quotidien. Donc vous allez me dire, comment faire en sorte qu'un produit comme ça soit accepté?
On a intégré les utilisateurs dans la conception de notre appareil. C'est-à-dire que c'est eux qui ont travaillé sur le design avec nous, etc. Et vous allez me demander la deuxième question, il y a forcément de la concurrence. Alors oui, il y a de la concurrence. Aujourd'hui, la concurrence, vous la connaissez déjà, c'est des cannes, des déambulateurs, etc. Mais il n'y a aucune solution aujourd'hui technologique qui soit capable d'anticiper les troubles et d'éviter les chutes comme est capable de le faire le Walk Me. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne âgée lorsqu'elle chute? Peut-être que vous l'avez même vécu parmi vos proches. Une personne âgée, lorsqu'elle chute, elle va perdre son autonomie locomotrice parce qu'elle va perdre confiance en elle. Elle va s'isoler socialement, elle va se couper du monde. Et elle va perdre du muscle et ce sont autant de facteurs qui aggravent le risque de chute, qui augmentent le risque de chute. Contrairement à ça, en utilisant le Walk Me, la personne va reprendre confiance en elle, se resociabiliser, reprendre du muscle et voilà, vraiment reprendre une autonomie locomotrice. Donc pour mieux vous faire une idée, voici une petite vidéo de Jocelyne, une utilisatrice qui utilise le Walk Me depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Donc voilà, ces mots, c'est vraiment que l'appareil a changé sa vie. Le Walk Me, il a aidé à reprendre son autonomie. Donc vous la voyez à gauche sans l'appareil, à droite avec l'appareil et au milieu, Adobe. Donc voilà, vous avez vu un petit peu, donc ça va continuer, pas de souci. Donc voilà, la vie de Jocelyne a changé. La vie de son aidant, son conjoint, Jean-Paul, a été également changée. Parce que depuis, il est plus serein, il a plus de temps pour faire d'autres choses. On va pouvoir aussi améliorer la capacité de prise en charge de soins avec de la rééducation active. On va pouvoir faire des économies de coûts pour la collectivité. Parce que réduire le nombre de chutes, c'est réduire le coût pour la collectivité. Aujourd'hui, le coût annuel en France, c'est 2 milliards d'euros par an. Donc aujourd'hui, notre marché. Donc, on a commencé depuis donc janvier 2016 et la création de la société à commercialiser en France et en Angleterre. Donc ça représente un marché global de 400 000 utilisateurs. Donc dans ces 400 000, il y a aussi l'Allemagne, disons, décidément, et les Pays-Bas. Donc ça c'est notre objectif pour cette année. Notre objectif pour l'année prochaine, ça va être 1 million de personnes, donc en général en Europe. Pour l'année suivante, ça sera en plus 1 million de personnes supplémentaires avec les États-Unis. Notre objectif, il ne va pas s'arrêter là. On veut étendre notre savoir-faire sur d'autres troubles, d'autres pathologies, comme des AVC, des scléroses en plaques. On a déjà fait des essais et ça peut fonctionner. Donc aujourd'hui, on a un produit qui est facile à vendre dans la mesure où on cible bien nos utilisateurs, nos clients. Donc pour faire ça, on a deux gros canaux de distribution. Le premier, c'est du online, avec un effort de web marketing, s'assurer d'avoir le bon message à la bonne personne au bon moment. Le deuxième, on passe par un réseau de distribution, enfin de prescription, c'est-à-dire on travaille depuis plus d'1 an avec un réseau qu'on a construit de clients ambassadeurs, d'associations de patients, de malades et de kinésithérapeutes et d'ergothérapeutes. Avec ces personnes-là, on a un modèle proche du Tupperware, c'est-à-dire qu'eux-mêmes organisent des événements et nous on vient présenter la solution et on vend assez facilement à ces événements. Donc vous l'avez compris, je ne suis pas en train de vous raconter des théories. On est sur le terrain depuis 2014, on connaît très bien le terrain. On est donc, en moins de 6 mois, on a réussi à commercialiser pour 100 000 euros de Walk Me, d'appareil, avec notre petite équipe. Voilà. Donc imaginez ce que ça va donner quand on aura des moyens commerciaux spécifiques pour développer tout ça. Donc aujourd'hui, on vend l'appareil de 2 000 euros. On a des marges de 80% qui nous permettent d'investir sur de la recherche-développement dès aujourd'hui, mais aussi sur de l'acquisition. Sur le graphique, on voit en 2019 l'impact de la validation médicale qui fait partie des objectifs pour l'avenir. Donc on a aujourd'hui une équipe très complémentaire et très motivée. Donc Maëlys qui fait essentiellement de la gestion de projet et du web marketing. David qui s'occupe de la partie clinique, qui est pharmacien industrie. 2 business développeurs qui viennent de nous rejoindre, des profils un peu plutôt seniors qui viennent de démarrer sur la commercialisation. Et une personne qui s'occupe du suivi relation client, qui est très important pour nous. Et moi-même, Jordan Miron, donc, qui vient à la base de l'informatique et qui a une compétence en gestion d'entreprise et création d'entreprise. Donc notre objectif jusqu'à aujourd'hui, c'était d'être indépendant jusqu'au lancement commercial du Walk Me en Europe. Maintenant que c'est fait, notre objectif, c'est de lever des barrières à l'entrée pour éviter l'arrivée de nouveaux entrants et d'accélérer le développement. Pour ça, nous avons 3 gros objectifs. Le premier, faire évoluer le produit en le rendant connecté, ce qui va permettre de collecter des données et de rendre le produit plus performant. Le deuxième, des essais cliniques qui vont permettre d'avoir une validation médicale et, in fine, une prise en charge potentielle par la sécurité sociale et les mutuelles. Et le troisième, le business développement, qui va consister à étoffer notre réseau de prescripteurs et à passer sur un nouveau business model basé sur de l'abonnement. Donc le produit
connecté, donc le prochain produit, va récupérer des données qui sont des données très rares, des données des personnes qui ont la maladie de Parkinson, des données du mouvement qui sont très prisées parce que justement le Parkinson c'est une maladie du mouvement et pour la comprendre on a besoin de données du mouvement. Mais malheureusement peu de personnes ont accès à ces données aujourd'hui. Donc ces data, une fois sur les serveurs médicaux, elles vont être accessibles à l'utilisateur via des interfaces de suivi, pour des professionnels de santé, pour des aides à la décision, et donc certaines données vont remonter sur l'appareil pour le rendre plus performant. Donc aujourd'hui, Resilient Innovation, c'est une société qui est rentable, qui est en pleine croissance, mais ça ne nous suffit pas. On veut être les leaders européens de l'aide à la marche technologique. Donc on connaît très bien le terrain, on connaît très bien nos clients, on maîtrise notre produit au niveau industriel et on a une vision claire du développement futur. Maintenant, on a besoin de partenaires financiers pour accélérer. On a besoin de vous. Donc c'est pour ça que je vous invite à venir me rejoindre tout à l'heure pour discuter ensemble d'une opportunité d'investissement qui va permettre de changer la vie de plusieurs millions de personnes. Je vous remercie. Allez, reste là. Qui commence ? Je me lance. Donc là, vous avez fait les premiers tests sur 60 utilisateurs. Est-ce que combien, parmi les 60 utilisateurs qui ont adopté la solution, combien ont rendu l'appareil ? Alors, ceux qui l'ont rendu ne sont pas dans les clients. On a un taux... Mais ils ont acheté... Oui, mais on les rembourse. D'accord. La politique de la société, c'est qu'il n'y a pas de clients qui ne sont pas satisfaits. Donc on a une période d'essai de 15 jours déjà. En général, il y a le premier contact, il se fait soit sur le terrain par les fameuses réunions, etc. Soit c'est sur Internet, et donc là, il y a la durée de 15 jours d'essai. Donc le but, c'est qu'on soit sûr que tous les gens qui l'utilisent en soient satisfaits. Il y a un prix qui est élevé, ça coûte 2000 €, donc voilà, on veut absolument que les gens soient contents du produit. Donc pour répondre peut-être à la question plus directement, dans la mesure où on cible bien, on est sur des taux élevés, on est à 80% de taux de satisfaction. Et ça veut dire quoi, c'est bien ciblé ? Mais c'est-à-dire qu'en fait, alors, pour faire simple, Parkinson, donc notre cœur de cible c'est Parkinson. Le produit n'a pas été conçu pour Parkinson, mais on se rend compte que c'est la cible qui est la plus adéquate parce qu'il y a un effet qui est impressionnant, comme on a pu le voir. Ça peut marcher sur des personnes âgées aussi, mais ça va être moins impressionnant. Donc nous, on se ciblait sur ces personnes-là, et ces personnes-là, statistiquement, il y a entre 60 et 80% des gens qui ont Parkinson qui ont des troubles de la marche. Et dans ces gens-là, j'accélère, ouais. Il y a, disons quoi, c'est entre 60 et 80% de Parkinson, et là-dedans, on a des très bons résultats. Mais du coup, les autres troubles de la marche que vous pouvez diminuer, c'est quoi ? C'est des troubles qui sont issus d'une maladie neurologique, ou c'est quoi le spectre finalement Alors, pareil, grosso modo, c'est des problèmes de double tâche, de faire deux choses en même temps. Ça peut être lié à l'âge. Des personnes très âgées ont du mal à faire deux choses en même temps. Si vous marchez à côté d'une personne âgée en discutant, des fois, il va falloir qu'elle s'arrête pour répondre à la question. C'est l'exemple type de la double tâche. Et ça peut être le cas sur Parkinson, sur certains AVC, parce que certaines zones sont touchées, etc. Donc là, justement, nous, on continue la recherche pour trouver où est-ce qu'on peut aider aussi. Ok. Et c'est remboursé ? Alors non, justement, ça fait partie des objectifs. Aujourd'hui, donc c'est un dispositif de bien-être, et le but c'est donc de faire des essais cliniques, et prise en charge. Ça le sera en 2019. Comment vous allez avancer dans la partie santé connectée quel type d'application vous comptez mettre autour de WalkMe et sur quel type d'environnement vous comptez avancer avec votre produit ? Des applications tierces, vous voulez dire, ou des applications en interne ? Applications mobiles, ou quel type de service vous pourriez accompagner avec ce produit ? Alors, en fait, pour l'utilisateur directement, ou ses proches, on va avoir une interface, comme on a aujourd'hui beaucoup avec le Quantified Self, tout ce qui est suivi d'activité, etc. Donc ça, c'est classique. Donc là, on peut imaginer un site, des applis mobiles, etc. Après, donc, il y a tout ce qui est médical, avec des outils d'aide à la décision, pour des kinés, pour des neurologues. On va pouvoir ajuster le WalkMe d'une part et peut-être les traitements aussi d'une autre part. Donc voilà, il y a tout un tas et après les données, alors si on parle des données qu'on va collecter, ça ouvre, c'est impressionnant. On peut faire beaucoup de choses avec. Et il y a très peu de gens qui l'ont aujourd'hui. On peut l'applaudir ? Merci. Ouais, il pourrait en parler pendant des heures et c'est bien normal. On est face à une vraie équipe de passionnés. Vous l'avez compris, à Montpellier, on a la plage, le soleil. Bizarrement, entre novembre et mars, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui viennent. Mais entre mai et septembre, alors là, le téléphone n'arrête pas de sonner et on voit des
des amis comme Marc Rougier qui viennent profiter des joies de Montpellier. Alors, la prochaine start-up que je vais vous présenter, c'est peut-être la 7e, 8e ou même 10e société de Pierre. Et il a décidé de s'attaquer à un problème bien particulier, celui des établissements situés au bord de l'eau. Et on sait de quoi on parle à Montpellier. C'est un projet atypique auquel on a eu envie d'apporter une contribution. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Pierre Lapré. Bonjour. Quelle que soit la destination de nos vacances pendant l'été, en voyage à l'étranger, nous finissons toujours par passer quelques jours au bord de mer. Normalement, il doit faire les petits cormorans. Bon, tant pis. Avec Dominique Gauret, mon associé, au-delà d'une amitié de 35 ans, on a une passion ensemble, c'est le voyage. Dominique a une solide expérience dans le commerce international et le tourisme d'affaires. Et pour ma part, à l'âge de 20 ans, j'ai fait mon premier tour du monde et je suis parti en stop et j'ai traversé 40 pays. Ensuite, je me suis installé à Montpellier, au bord de la Méditerranée, c'est important pour moi. Et j'ai créé plusieurs sociétés dans la communication et l'édition que j'ai revendues et qui continuent à prospérer. Et puis, c'est en me promenant souvent au bord de la mer et en faisant une mission, je me suis aperçu que le problème des plages privées manquait de reconnaissance et il était difficile de les trouver. Il n'y avait pas d'application à l'époque. Et pourquoi? Pour une raison très simple, c'est la distance, la saisonnalité, les appels d'offres, les changements de propriétaires. Et puis toutes les tentatives, locales ou régionales, ont échoué pour une seule raison. C'est que, là c'est les cormorans qui arrivent. C'est que tous, en préalable, demandaient un ticket d'entrée payant pour les plages, avant de prouver. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait prendre ça à contre-pied, on a pris nos tennis et on est allé dans le sable. Et on s'est dit, on va créer une appli conviviale qui apporte une information concise et rapide, de donner en quelques secondes une information fiable, de qualité actualisée, on met tous les jours toutes les animations des plages, permettre aux acteurs du tourisme locaux, OT, CDT, CRT, de valoriser leur patrimoine maritime. Et on travaille beaucoup avec les offices de tourisme régionaux et dans le sud. Et offrir des opportunités de revenus pour ces établissements en mettant des offres de marketing innovantes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos tennis et on a visité 800 beach clubs avec Dominique en 2 ans. En France, en Corse et dans 12 pays. Voilà. Et pour financer ces développements, on a appliqué un métier traditionnel qu'on maîtrise bien, à savoir du référencement, beach marketing, des events. On a invité plus de 1000 personnes, des soirées. Et surtout, on a édité de nombreux petits guides locaux qui représentaient par secteur géographique et qui nous ont permis d'avoir de l'audience. Et justement, l'audience est arrivée. En 3 ans, c'est seulement 11 mois d'activité, parce qu'une saison, c'est 3 à 4 mois. Donc en fait, c'était très compliqué à hiérarchiser. On a eu 250 000 lecteurs réels, uniques, avec nos petits guides, et 530 000 visiteurs uniques. Et un taux de conversion assez important de 17%. Et ce que nous, on appelle un taux de conversion, sont des appels téléphoniques. Et on a les traces. Et on l'a montré aux plages. Voilà, et ça c'est une petite plage à Carnon, évidemment on a pris la plus belle, c'est une toute petite, elle a eu 1500 appels. Et on a montré ça à 150 beach clubs l'année dernière. Et tous disent la même chose. À partir de 10h30, 97% des gens qui appellent réservent. Deuxièmement, ils ne viennent jamais seuls, ils viennent 2, 3 et plus. On ne va pas dans une plage seule. Le panier moyen c'est 35 €. À Marbella, puisqu'on a Marbella, c'est un peu plus. Mais bon. Donc, un appel est égal à 100 €. Donc, l'année dernière, nous avions 600 beach clubs en ligne, avec 240 000 visiteurs uniques. On a eu 37 000 appels. C'est-à-dire 6 à 7 000 € par beach club. De là a découlé notre modèle économique. Donc, c'est une offre premium. Et on a proposé aux beach clubs, pour 500 €, on leur a donné un login et un mot de passe.
Et elles ont pu actualiser leur page tous les jours en rajoutant leurs menus, leurs soirées, leurs animations, mettre une caméra, la météo et tutti quanti. La saison commence, on les a toutes revues maintenant, avant l'ouverture, et toutes ont renouvelé. Et donc, nous pensons pouvoir en convaincre 500 cette année. Et la bonne surprise, c'est que le upselling des plages à 500 €, il y en a qui sont déjà passés à 2000 €. Parce que quand vous amenez 500 appels à une plage qui a un panier moyen à 60 €, je veux dire, là, on parle de vrai business à porter. Et c'est matérialisé. Voilà. Donc, le marché mondial, bon, on les a pas fait toutes une à une, hein. Il y en a 300 000. C'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais en tout cas, il y en a partout. Regardez les bords de mer. Donc, nous, effectivement, on voudrait prendre 10% de ces parts de marché. Pour ça, on a des outils maintenant qui sont professionnalisés. On a une plateforme au Maroc et une plateforme à Madagascar. Et pour recruter et valider les informations, photos et autres, ça nous coûte 10 € par plage. 10 000 €, avec seulement 2% à 500 € d'amorti. Voilà, ePilot, c'est devenu un portail multicanal efficace. Je dirais même, comme dirait un de mes amis, on a fait du marketing de bienveillance, puisqu'on a donné tout à tout le monde et on a prouvé. Donc, aujourd'hui, on est un peu vieux, il nous faut de la compétence. Donc, on a besoin de 600 KE pour recruter un CIO et une équipe autour de lui. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Ouais, je suis désolé, il faut que je m'excuse, j'ai raté les grillons et les mouettes. Qui commence? Loïc peut-être ou Marie, je sais pas. Ou Ça Philippe sera même. moi. Je commence à chaud. Une question très rapide en fait. Comment vous faites pour référencer les beach clubs sur Google, qui est généralement le principal point d'entrée quand on cherche quelque chose? Comment on fait pour trouver les adresses qui sont recensées, référencées sur ePilot et de manière très très facile? Ben, ça a pris un certain temps parce que justement, ça n'avait jamais été fait parce que c'était assez enfoui. Et donc, on l'a fait tranquillement, sereinement. Moi, j'avais beaucoup de temps à cette époque. On est allé sur le terrain pour comprendre cette histoire et on l'a bien capté. Aujourd'hui, elle nous appelle, évidemment, le site marche. On est devenu une référence, l'univers des plages privées. Mais j'ai montré tout à l'heure, quand on montre Google, TripAdvisor et tout, je veux dire, bien sûr qu'on peut en trouver. Mais il n'y avait jamais eu un univers des plages privées. Et nous, on fait le beach marketing, on commence pour des marques d'alcool à avoir des devis importants parce que les plages, elles nous aiment. Donc, on peut rentrer dans les plages, on leur a tout donné. Mais moi, je sais où sont les Elton John, Ibiza, tout le monde passe dans les plages. Et c'est une superbe clientèle. Et nous, on en a fait un territoire éphémère pour l'émergence d'une marque. Parce que cette clientèle est en mode pause. Et on fait payer tellement peu cher aux plages. Parce qu'à 600 €, on coûte 8% sur le business à porter. Parce que nous, on est convaincus que le marché de l'intermédiation à 15% va s'écrouler. Les GAFA arrivent et ils vont massacrer le marché. C'est clair. Je le pense. Tu parlais de vouloir lever 600 KE pour notamment recruter un CEO. Déjà, première question, qu'est-ce que toi tu vas faire du coup? Et deuxième question, dans quelle mesure tu vas l'associer au projet? Alors ça, justement, ils me disent, t'as 67 ans, dans 2 ans, on ne veut plus te voir. Bon, ça, c'est normal. Bon, ça, j'ai fait le deal. C'est fait, et compagnie, c'est cadré. Bon, non, soyons clairs, on va associer 2 mondes. Midi Libre à Montpellier, c'est 36 millions d'euros de publicité à Montpellier. Ils font 4 millions numériques. Donc, il y a encore un temps pour faire du multicanal. Et l'intérêt qu'on a, c'est qu'on va sur le terrain. On va sur le terrain. Moi, je suis allé à Yangon, j'arrive de Birmanie, je fais tourner des plages pour m'amuser. Je suis allé voir la PQR et je lui ai tenu le discours suivant. Parce que le monsieur en anglais, il dit « Mr. Lapré, what can you bring to us ?» J'ai dit « Monsieur, c'est simple. » J'ai dit « Moi, quand je prends le booking, j'ai dit « À votre hôtel là-bas à Ngapali, je l'ai payé 160 $ quand même. Et c'est 2 fois le SMIC local. » Et j'ai dit « Mais la commission de booking, monsieur, les 17%, ils sont à Dublin. » Donc moi, je vous propose, on fait un partenaire, je vous donne 35% sur les commissions, vous m'apportez du business et vous me faites la pub. Et vous revendez d'une commune du flux. Et il me dit, I understand, Mr. Lapré. Non, mais en fait, je vais répondre à la question de Loïc. On peut aussi Je vais répondre à la question de Loïc. En fait, c'est les 280 000 plages qui restent privées que vous allez aller toper là après. Hein. Avec Dominique. C'est ça, hein,
Si je peux me permettre un commentaire, je trouve que c'est vraiment courageux l'effort qu'ils ont fait de venir suivre un programme comme ça, remettre en question des hypothèses et aujourd'hui ils ont un discours très clair et ça commence à marcher et je pense que c'est une société qui peut aller chercher plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en se déployant facilement à l'international. Peut-être dernière petite question, courte, rapide. C'est bon ? Merci, on peut applaudir Pierre. Alors, vous voyez, à Montpellier, on a des sujets légers, les plages privées, les soirées, DJ, etc. Mais on a aussi des vrais sujets de société, comme Résilient. Et la prochaine personne que je vais vous présenter, c'est quelqu'un qui s'est pas posé de questions, qui a identifié un vrai problème et de manière très passionnée a su réunir une équipe avec elle de 5 personnes. C'est Inde Emad, la CEO et fondatrice de Faciligo. Merci de l'applaudir chaleureusement. Bonsoir à tous, je suis Inde Emad, fondatrice de Faciligo. Aujourd'hui, nous allons dans l'espace, nous envoyer des hommes dans l'espace et demain, grâce à Elon Musk, nous irons sur Mars. À côté de ça, ma voisine, Yvonne, 4e étage, rencontre des difficultés pour faire 400 mètres et aller au marché du coin ou encore prendre le train pour aller embrasser son fils à Fréjus. Selon SNCF, 5 millions de personnes aujourd'hui rencontrent des difficultés dans leur mobilité et ne peuvent prendre le train. Plus globalement, en France, ce sont 22 millions de personnes qui rencontrent des freins dans leur mobilité pour des raisons pratiques, financières ou physiques. Face à ce problème, nous avons lancé Faciligo, la première plateforme Faciligo, la première plateforme qui connecte des voyageurs à mobilité réduite avec des voyageurs autonomes dans tous les transports, que ce soit en tramway, en bus, en train, en avion ou même à pied. Une plateforme collaborative qui s'est inspirée des modèles, des solutions innovantes dans la mobilité telles que les sites de covoiturage pour introduire le covoyage solidaire apportant plus de cohésion sociale, de lien social, également des économies et plus de mobilité. Si je reprends le cas d'Yvonne, ma voisine. Avant, pour aller retrouver son fils, elle était soumise à sa disponibilité. Il devait venir la chercher pour la ramener. Et donc cela représentait pour ce trajet-là un budget, un coût moyen, un billet coûtant 100 €, 600 € au total. Aujourd'hui, avec Faciligo, elle n'est plus soumise à la disponibilité de ses proches. Elle va pouvoir identifier quelqu'un qui effectue le même trajet en train et prendre le train avec lui pour pouvoir descendre voir son fils. Surtout, elle réalise des économies puisque là, elle n'aura acheté qu'un seul billet, 100 € et payé environ 30% du coût du billet à son accompagnateur. Une solution gagnant-gagnant, une innovation sociale d'usage permettant aux gens de retrouver de l'indépendance vis-à-vis de leurs proches et plus de mobilité, aux autres de faire un acte citoyen solidaire, mais également des économies. Faciligo, donc une plateforme de mise en relation, mais pas que. Nous sommes également une agence de voyage. Nous permettons, pour la gestion des placements côte à côte dans le train, l'achat de billets de train en ligne et une géolocalisation optimisée grâce à un partenariat avec European Space Agency et le CNES avec lesquels nous travaillons. Comme derrière chaque grand projet, il y a une équipe. La nôtre, elle est composée de 3 développeurs et de 3 associés, issus respectivement du domaine de la banque, du digital et du business développement. Aujourd'hui, ce sont 4 grandes métropoles qui nous font confiance et qui déploient notre solution à travers les transporteurs urbains tels que Keolis, Transdev ou SNCF. De nombreux grands groupes également proposent notre solution à leurs clients bénéficiaires puisque Faciligo répond à une problématique sociétale et apporte plus de santé, de bien-être par la mobilité. Nous avons également été identifiés comme étant une solution de Smart Mobility pour les villes intelligentes de demain. Et notre modèle économique, comme toute plateforme collaborative, s'appuie sur des frais de mise en relation allant de 1 € à 6 € en fonction du type de transport et un commissionnement par la vente de billets vendus de SNCF. À plus moyen terme, ce sera la collecte et l'optimisation de la data.
Notre chiffre d'affaires prévisionnel pour 2018, il est près de 2 millions d'euros et pour 2019, 5,5 millions d'euros. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes à la recherche de fonds. Aujourd'hui, donc, nous souhaitons clôturer 700 KE en septembre. Nous avons récolté déjà 300 000 euros pour principalement renforcer notre équipe de développement technique, de développement commercial pour étendre la solution sur l'ensemble du territoire, mais également à l'international, par la vente de billets d'avion. Nous avons également de nombreux pays soucieux de cette problématique sociétale de vouloir proposer cette solution innovante à leurs concitoyens. Alors si comme moi, vous voulez aider Yvonne à voyager plus partout, n'hésitez pas à venir me rencontrer à l'issue de ce démodé. Merci. Première question. C'est moi. Il y a un vrai sujet de confiance sur la plateforme. Donc comment est-ce que tu fais pour que ça se fasse ? Alors effectivement, c'est une communauté de confiance. Donc on filtre, on vérifie les profils. Et un petit peu comme les sites de covoiturage, un système de notation permet à chaque accompagnateur et accompagné de noter son accompagnateur et donc de créer ce réseau de confiance à travers ça. Ensuite, on demande, comme ce sont des populations fragiles parfois, des pièces d'identité pour l'accompagnement des personnes fragiles, un casier judiciaire vierge. Voilà. Et donc permettre via les recommandations et le système de notation de créer ce réseau de confiance. Et est-ce qu'il y a besoin d'assurance particulière ? Ah, très important, bonne question. Tous les trajets sont assurés par la Maïf. Nous assurons les trajets, effectivement. Vous avez fait des partenariats avec des grands groupes ? Oui. Comment est-ce que ça prend ? Quel type de traction vous avez pour l'instant ? Est-ce qu'ils jouent le jeu ? Et puis est-ce que du coup, le concept prend et l'usage, on sent que ça prend ? Alors en fait, c'est du co-branding que l'on fait avec ces groupes. Donc ils ont cette problématique. C'est la solution, en fin de compte, à la problématique qu'ils rencontrent par rapport à la mobilité, à la santé, au vieillissement de la population. Et donc, ils diffusent la solution directement à leurs clients en prenant en charge le coût de l'accompagnement. Et là, je pense à G2R La Mondiale, les mutuelles, etc. Et donc, ça nous permet à la fois d'atteindre nos cibles par leur biais, donc, et donc de continuer à faire évoluer la marque à travers des utilisateurs qui viennent par le biais de grands groupes, que ce soit par exemple Engie, Kaufman & Broad, qui développent des aménagements territoriaux en prenant en considération la cohésion, le lien intergénérationnel. Voilà, donc on passe par leur biais pour diffuser. Oui, vous travaillez avec les opérateurs de transport, donc SNCF, Keolis, Transdev. Comment vous intégrez votre application finalement dans leur propre solution de mobilité ? Alors, c'est toujours du co-branding. Donc, on n'intègre pas. En fait, ils référencent Faciligo dans leur offre de services. Et donc, directement, les usagers, les clients vont sur Faciligo pour trouver un accompagnateur. Ils proposent la prise en charge de l'accompagnement. Donc, c'est eux qui nous payent directement et payent l'accompagnement de leurs clients ou bénéficiaires. C'est presque un service public, en tout cas. Bravo. D'intérêt public. Merci. Alors, on le sait tous, hein, entreprendre, c'est dur. Il faut être passionné, il faut être extrêmement motivé. Et on a un jeune homme ce soir que je vais vous présenter, pour qui sky is not the limit. Et lui, en fait, il vise carrément Mercure, Platon. Quand il va vous parler de son projet, il va avoir des étoiles dans les yeux. Je vous demande d'accueillir Cyril Dupuis. J'ai travaillé quand même. Alors là, Platon, je la retiens. Platon, elle est pas mal. On va faire un petit cours, après ça va bien se passer. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cyril Dupuis, je suis le président fondateur de la société Vaonis. Alors vous connaissez tous ce genre d'images, vous les prenez peut-être vous-même avec vos smartphones, votre drone ou des GoPro. Ce genre de technologie a complètement bouleversé votre façon de voir le monde et ce soir je vais bouleverser votre façon de voir le ciel. Regardez cette image. Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement je trouve ça assez magnifique et je trouve que je suis pas le seul. Le problème c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire ce genre de photographie, c'est
pas impossible, mais en tout cas très difficile. Tout simplement parce que vous allez devoir utiliser un télescope et que ce télescope ressemblera à ça. Ça pèse en moyenne une quarantaine de kilos. Il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie avant de pouvoir commencer à réaliser des photographies. Et pour finir, c'est très difficile à utiliser car vous avez besoin de pas moins de 5 logiciels avant de pouvoir réaliser vos photographies. Chez Vaonis, on a décidé de faire sauter toutes ces barrières afin de mettre l'astronomie à la portée de tous. C'est pour cela que nous avons fabriqué et que nous avons maintenant commercialisé le premier télescope tout en un au monde, Stellina, que vous pouvez voir ici. Il pèse moins de 7 kg et il rentre dans votre sac à dos. Il est prêt à observer les étoiles et à prendre de magnifiques photos en moins de 5 minutes. Et son utilisation est extrêmement simple car il suffit de lancer l'application mobile pour contrôler entièrement l'instrument. Donc je vais vous parler du fonctionnement en quelques secondes. Très simple, comme je vous disais. Vous sortez le trépied de votre sac à dos, vous le posez par terre, vous venez positionner Stellina dessus, vous lancez l'application mobile, vous vous y connectez en Wi-Fi et vous pouvez commencer à prendre de magnifiques images du ciel. Comme celle que vous avez pu voir un petit peu avant. On aurait pu s'arrêter là, mais l'astronomie souffre d'un autre problème qui est la solitude et l'isolement. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites des photographies en astronomie, vous êtes seul dans votre jardin ou dans un champ et on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de valorisation. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que grâce à votre connexion du smartphone, vous puissiez partager en live vos photographies sur les réseaux sociaux ou la communauté d'utilisateurs afin de progresser et devenir un astronome amateur averti. L'équipe pour mener à bien ce projet est constituée de 3 personnes. Vous pouvez voir à gauche Stéphanie Simprazet, qui est la responsable communication et marketing, qui était auparavant analyste chez Burton of London, puis chef de projet marketing chez Uniqlo. À droite, vous avez Gilles Krebs, qui est le directeur technique, auparavant ingénieur chez Sony et chez Litch International, un sous-traitant d'Airbus et Boeing. Et moi-même, on me reconnaît au milieu, Cyril Dupuis, qui a réalisé mes études en optique, en aérospatiale, et qui suis président d'un club d'astronomie qui est basé à Montpellier. Les distributeurs pour un télescope comme Stellina sont les suivants. Nature et Découverte, on a gagné le prix du jury l'année dernière, on va être commercialisé dans leur magasin. Medas, l'un des plus gros distributeurs français, ça va être nos 2 distributeurs pour la France. Mais on souhaite dès le début être présent à l'international, ce pourquoi dès la fin de l'été, nous commercialiserons nos instruments auprès d'AstroShop, qui n'est pas moins que le plus grand distributeur européen de télescopes. On fait également de la vente directe sur notre site internet vaonis.com. Vous pouvez voir nos moyennes, 3 commandes par semaine en ce moment, sachant qu'on a un budget de communication qui est de 0 €. On peut donc estimer qu'on pourra faire un petit peu mieux assez rapidement. Et la dernière colonne, elle est particulièrement intéressante parce que, comme je vous disais, la vision de Vaonis, c'est de mettre l'astronomie à la portée de tous. Et pour ça, on souhaite commercialiser dès décembre 2018 un modèle comme Stellina, mais à moins de 1 000 €. Ça sera un modèle encore plus petit, avec les mêmes technologies. Et là, on pourra attaquer des distributeurs, comme vous pouvez le voir, avec la Fnac en France, Saturn en Allemagne ou Best Buy aux États-Unis. La levée de fonds a commencé il y a quelques mois déjà. Nous ne sommes pas en phase de closing, mais presque, dans la mesure où le 31 mai, elle sera clôturée. Nous avons déjà sécurisé plus de 500 000 €. Une deuxième levée de fonds qui est prévue pour notre deuxième produit grand public, dont je vous ai parlé, à moins de 1 000 €. Pour l'instant, cette levée est estimée à 2 millions d'euros. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et les exits possibles pour des investisseurs, il y en a de 2 types. Le premier qui est auprès des grandes maisons mères de nos concurrents principaux dans le milieu de l'astronomie. Par exemple, Meade et Célestron sont en fait des filiales de maisons mères qui sont basées en Asie. C'est donc un exit possible car c'est des sociétés qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième exit possible auprès d'acteurs dans le domaine de la high-tech tels que Hitachi, LG ou Samsung qui sont déjà positionnés sur la vente de produits dans le domaine de l'optoélectronique. Et évidemment, c'est le genre d'entreprise qui peut être intéressée par un produit comme le nôtre qui est sur un marché complètement nouveau avec des tarifs qui vont complètement exploser la concurrence. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à me poser des questions si vous en avez. C'est mal parti parce que j'ai pas de questions en fait. Je voulais simplement dire que j'ai jamais vu un télescope avec un tel design, mais félicitations, vraiment, ça donne envie de nous replonger dans l'astronomie. On a lâché un peu ça en grandissant, mais ça donne envie d'y retourner en tout cas. Bravo. Bah merci. Si je peux juste rebondir sur la question qui n'en est pas une, c'est bien le problème en astronomie, c'est que vu que les instruments sont pas très beaux comme vous avez pu le voir, les gens adorent ça quand ils sont enfants. Enfin, les enfants adorent ça, et souvent ils abandonnent parce que il n'y a pas d'outil qui leur permet de développer cette passion-là étant adulte. C'est ce qu'on veut faire avec Stellina. Et pour le design, c'est un bureau parisien. Donc voilà. Vous pouvez être fiers de vos bureaux à Paris dans le milieu du design. Loïc. Vous faites fabriquer où pour l'instant?
Alors, l'assemblage est complètement fabriqué à Montpellier dans un CAT, donc un centre pour handicapés moteurs. Et donc l'assemblage complètement fabriqué fait à Montpellier. C'était très important pour nous de bien maîtriser la chaîne de fabrication au début pour assurer une certaine qualité du produit, ce qui est très important dans ce domaine-là. Et les différents produits, par exemple les carters en plastique, sont fabriqués à Montpellier aussi. On va avoir les parties mécaniques qui sont fabriquées à côté de Nice. Et voilà, évidemment, il y a certaines parties qui sont impossibles de faire fabriquer en France car les coûts sont trop élevés pour. Est-ce que vous avez anticipé d'associer ce superbe télescope à de la VR pour pouvoir le piloter avec Ah ouais, bah ça c'est un projet qui est absolument génial sur lequel on se régale pas mal en R&D. Le principe c'est quoi? C'est qu'on veut faire la plus grande constellation de télescopes connectés au monde. L'avantage c'est quoi? C'est que vous avez, exemple bête, désolé, promis je rentre pas dans la technique, une astéroïde qui passe devant une étoile, ça arrive tous les jours. En fonction de l'endroit où vous êtes sur Terre, vous allez faire une photo de ça. Et nous, cette photo, on arrive avec plein de données à la reconstituer en 3D, cet astéroïde. Ce qui fait que vous pouvez vous amuser à mettre votre paire de lunettes de réalité virtuelle sur les yeux et vous allez pouvoir voir un astéroïde en 3D que vous aurez réussi à reconstituer grâce à la communauté d'utilisateurs. Et ça, on peut le faire pour plein d'autres choses. On peut faire de la 3D sur Mars, sur la Lune, pardon, pas sur Mars. La 3D sur la Lune, sur Platon, par exemple. Super 3D sur Platon. Et justement, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu technique. Donc à l'intérieur du télescope, pour arriver c'est la miniaturisation qui est compliquée ou il y a plus que ça? La miniaturisation, elle intervient surtout sur 2 points. Au niveau mécanique, c'est pas un problème. Ça, on sait le faire déjà depuis un moment. Il y a la partie optique et il y a la partie électronique. Sur la partie optique, on a développé un nouveau système optique pour lequel on est en train de déposer un brevet justement avec un bureau parisien également. Parce qu'on a développé un système optique qui permet de miniaturiser l'instrument et d'intégrer le système de suivi, mais je vais m'arrêter là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et pour la partie électronique, ça c'est tout simplement, c'est le marché qui nous met ça à disposition, c'est des ordinateurs embarqués de plus en plus petits. Certains connaissent peut-être le Raspberry Pi, c'est un ordinateur de la taille d'une carte bleue qui coûte $35, et ben voilà, avec ça on peut intégrer de l'intelligence dans les instruments. Donc l'innovation est surtout optique? Innovation surtout au niveau optique. Ouais. Allez, la dernière start-up, encore un petit effort, ensuite on passe au cocktail. On va donc redescendre sur Terre. On part de Platon et on redescend dans un sujet bien immobilier. C'est le chouchou de tous les promoteurs. Il connaît 20 000 références, tous les objets connectés. Il va pouvoir vous les citer tout à l'heure par cœur. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Jérôme Barthès. Bonsoir à tous, je suis Jérôme, cofondateur de la société MaSmart Home. Et chez MaSmart Home, on aide les promoteurs et les constructeurs immobiliers à créer des maisons connectées sur mesure très facilement. Je pense que vous allez être tous d'accord avec moi ce soir pour dire qu'un logement, c'est bien plus qu'un simple abri, c'est beaucoup plus que ça maintenant, puisqu'on y passe de plus en plus de temps, à la fois pour travailler, pour passer du temps avec ses amis, sa famille, mais encore pour vivre de nouvelles expériences. Et au fil de ma présentation, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Les promoteurs immobiliers le savent. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, ils nous offrent continuellement de nouvelles fonctionnalités dans le logement afin de rendre notre vie plus agréable. Par exemple, ici vous avez des standards, différents vêtements de sol, des cuisines intégrées équipées, mais aussi des volets roulants motorisés par exemple. Mais ça, c'est des fonctionnalités qui sont obsolètes maintenant. Elles ne sont pas suffisantes pour satisfaire une génération connectée toujours plus exigeante. Et les promoteurs immobiliers se tournent maintenant vers les objets connectés pour ajouter de nouvelles fonctionnalités dans votre logement et rester compétitifs par rapport aux concurrents. Malheureusement pour eux, créer un logement connecté sur mesure, ça demande beaucoup de temps, c'est pas scalable et c'est donc très coûteux. Et ça affecte directement leurs bénéfices. C'est pour ça qu'on a créé MaSmart Home. MaSmart Home, comment ça fonctionne? C'est très simple. Notre plateforme va aller récupérer précisément le besoin de chaque acquéreur, va sélectionner automatiquement les meilleurs produits dans une base de données qualifiée de plus de 2000 objets connectés, et enfin sélectionner l'installateur le plus qualifié pour installer et configurer la maison connectée. Et ça nous permet de créer des maisons connectées sur mesure qui correspondent parfaitement aux besoins des acquéreurs de nos promoteurs. Comme on a pu faire pour Lucie, que vous voyez ici, qui voulait gagner du temps au quotidien en automatisant son éclairage, mais aussi faire des économies d'énergie en gardant son confort à la maison avec un thermostat connecté,
ou encore contrôler vocalement sa maison pour que même sa grand-mère puisse utiliser ses fonctionnalités. Et depuis le début de la création de la société, en novembre dernier, on a travaillé très dur avec les promoteurs et les constructeurs, et on a réussi à réunir plus de 800 000 € de projets pilotes. Et ça, c'est que le début, puisque chaque semaine, on a de nouveaux projets qui rentrent dans le pipe. Mais notre vision va beaucoup plus loin que ça. Nous allons créer le tout premier Smart Home Store. Ce qu'Apple a fait comme révolution sur votre smartphone, nous allons le créer pour votre maison. Et bientôt, vous allez pouvoir télécharger une infinité de nouvelles applications dédiées à votre logement qui vont vous ouvrir une infinité de nouvelles expériences à vivre. Je vais prendre un exemple simple qui va parler à tout le monde. L'application Sweet Wake Up qui va générer le meilleur réveil que vous ayez vécu de toute votre vie. À l'heure de votre réveil, par exemple, vos ampoules connectées vont simuler le lever du soleil, vont ouvrir progressivement les volets roulants, vont ajuster votre consigne de chauffage, va diffuser votre playlist musicale préférée, et puis va même préparer votre café, et ça en quelques clics. Pour rendre en fait le développement de la plateforme le plus efficace possible et implémenter une équipe solide, nous sommes en process de levée de fonds de 600 000 € afin de rendre le logement connecté accessible à tous. Et pour ça, on a l'équipe parfaite. Angelo, mon associé, le geek de l'équipe, qui est un véritable smart home évangéliste, comme on l'appelle, depuis plus de 8 ans. Notre board de direction stratégique, à la fois sur le secteur de l'immobilier, mais aussi sur le secteur de la smart home, plus technique. Et moi-même, business developer, qui ne vit que pour signer des contrats. Et cela, ça fait de nous actuellement un acteur majeur du logement connecté. Donc j'ai qu'une chose à vous dire avant de répondre aux questions, c'est si vous êtes intéressé pour investir dans une équipe au top avec un projet scalable sur un marché en pleine explosion, venez me voir tout à l'heure et je pourrai répondre à toutes vos questions. Merci. On va en profiter pour libérer Loïc. Ouais. J'ai une question. Tu termines en disant que effectivement le marché est en pleine explosion. Moi j'adore. D'ailleurs, on s'en parlera en perso. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que vraiment on sent que ça devient un mainstream comme technologie aujourd'hui Alors grâce à nous, ça va l'être. En fait, c'est que actuellement, on entend tous les jours une sortie d'objets connectés qui fait ci, qui fait ça, etc. Le but de l'objet connecté, c'est de fonctionner dans un écosystème global et de lui donner des fonctionnalités. En fait, voilà, si je prends par exemple un thermostat connecté seul, ok, il va régler ma température, il va me faire économiser. Mais quand il va pouvoir interagir avec d'autres objets, c'est une infinité de nouvelles possibilités qui vont se greffer. D'où l'importance du Smart Home Store qui vient unir plusieurs objets connectés pour leur donner en fait des usages au quotidien. Et quand par exemple on va voir un utilisateur ou un promoteur, on ne lui vend pas un matériel, mais on lui vend des fonctionnalités. Et c'est ça qui va, on va dire, donner un nouvel essor au marché. Mais du coup, comme finalement tu veux un peu l'interface qui va faire communiquer tous ces trucs ensemble, si j'ai bien compris. Et à ce moment-là, est-ce que tu vends le package ou est-ce qu'il y a tout un processus où finalement il faut paramétriser, personnaliser par besoin utilisateur tout l'équipement que vous allez proposer pour faire fonctionner ensemble? Enfin, comment ça fonctionne finalement pour arriver à vendre la solution finale? Alors nous, ce qu'on fait avec les promoteurs immobiliers, c'est une stratégie en 2 étapes. C'est-à-dire que nous, dans un premier temps, on veut équiper un maximum de logements. Comment on fait? C'est qu'avec les promoteurs immobiliers, ils nous payent pour une étude technique. Donc on sait exactement ce que les personnes vont avoir dans leur logement en termes de volets roulants, de système de chauffage, etc. Et donc on va déjà préconiser le matériel le plus adapté. On va poser des questions sur l'utilisateur final qui va nous dire comment il vit, est-ce qu'il passe beaucoup de temps avec ses amis, etc. Et on va choisir le matériel et on va préconfigurer ce matériel. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur final va avoir très peu de choses à faire à part l'attribuer dans une pièce et dire je veux telle application qui va gérer en fait. Donc il aura quasiment pas de réglage à faire. Et nous après déjà dans un deuxième temps, c'est qu'on va récupérer toute la data et on va pouvoir s'en servir pour lui faire des recommandations dans son logement et être proactif. J'ai une question moi, sur la fragmentation de l'écosystème en fait, de la domotique connectée. C'est vrai qu'il y a des gros acteurs qui ont pris position dessus, Nest, Google, Apple, Samsung. Comment est-ce qu'on fait pour assurer l'interopérabilité de ces produits dans un seul foyer?
Alors on travaille avec eux. La force qu'on a, c'est de travailler avec les promoteurs encore une fois. C'est que quand on va voir, par exemple, on a rencontré Amazon il y a 2 semaines à Londres quand on est monté. Quand on leur dit qu'on travaille avec les promoteurs immobiliers ou même Somfy, Deltador pour être plus précis en France, on va pouvoir leur imposer des choses en disant que le promoteur immobilier, il claque des doigts, il enlève tous les stores Somfy s'il veut. Donc c'est à Somfy de s'aligner pour nous faciliter le travail. Et c'est ce qu'on fait par exemple avec Legrand en France, qui crée son offre Celian by Netatmo et qui simplifie du coup la gestion globale de cet écosystème. Donc c'est un travail en parallèle avec les constructeurs, les installateurs et les promoteurs immobiliers. Méfiez-vous un peu des rapports de force quand même, parce que je pense que les GAFA vont pas vous laisser faire ce que vous voulez. Mais Non, complètement, complètement. Nous, on se positionne en partenaire avec eux, hein, bien sûr. Là, je parle des plus petites marques où on peut leur mettre de la pression. Les GAFA, on n'aura pas de moyen de leur mettre de la pression. Ce qu'on leur apporte, c'est un moyen de mieux vendre leurs produits. Bonne continuation en tout cas. Merci. Merci, je vais te demander de rester là. On va appeler toutes les startups qui ont présenté leur société ce soir pour faire une petite photo. Et on va vous demander, vous avez fait l'effort de venir, les investisseurs, les fonds présents, de rester avec nous une vingtaine de minutes, boire un coup et qu'on puisse discuter. Je vais donner le mot de la fin à Olivier Mougenot, le directeur de l'investissement de Numa, notre partenaire. Merci de l'applaudir également. Merci, j'ai l'impression d'être coincé entre vous et le buffet derrière, donc je vais être hyper rapide. Merci Arnaud, bravo à vous, bravo aux startups. Juste 2 secondes, je parlais rapidement de ce partenariat et pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'associer à Arnaud et Patrick. Parce que c'était précisément ce que Numa essaie de faire depuis 24 mois, à savoir faire travailler des entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont une expérience comme la vôtre et comme celle de tout le collectif d'entrepreneurs qui est derrière Sprint. Et qui apportent tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils ont pu apprendre à d'autres entrepreneurs qui sont beaucoup plus au début de leur voyage. Voilà. Et donc on s'est tout de suite retrouvés dans votre projet, qu'on met en œuvre aussi ici. Il y a Arnaud qui est ici, Romain Cochet que certains connaissent. Et on est ravis d'essayer de créer ce réseau de Numans, d'entrepreneurs du numérique et en même temps tout aussi humains que les projets que vous avez pu présenter ce soir. Et c'était un grand plaisir de voir tous ces projets ce soir. J'ai envie de vous demander d'applaudir Arnaud et Patrick qui ont fait un travail incroyable. Merci. Il y a surtout toute une équipe d'accélération, hein, entre 5 et 7 personnes qui bossent avec nous sur ces projets. Et c'est les startups qu'il faut applaudir pour leur super présentation. Allez, je crois que tout le monde a chaud, on peut aller boire un coup. Merci à tous.